Alors, tant que vous avez encore un peu d'attention et beaucoup d'appétit, je vais appeler sur l'estrade les régionaux de l'étape pour le musée de Chambéry, musée des Beaux-Arts de Chambéry, sur la question d'une hypothétique résurrection et les limites de la lisibilité après intervention et la valorisation des œuvres de Laurent Pécheux. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous présenter avec Aurélia Catrin qui a travaillé sur ces deux tableaux majeurs des collections des musées de Chambéry, en particulier du musée des Beaux-Arts. Deux œuvres de Laurent Pécheux dont on va parler assez rapidement pour resituer un peu leur pédigré, puisque ce sont des œuvres qui ne sont pas exposées aujourd'hui, qui l'ont été par le passé, mais vous allez voir que ces œuvres ont eu une histoire un peu dramatique, et effectivement c'est l'histoire d'un naufrage que l'on va vous raconter aujourd'hui. Donc Laurent Pécheux, pour vous le resituer rapidement, c'est un artiste lyonnais qui est né en 1729, mais qui a eu une carrière très importante en Italie, essentiellement à Rome. Il y arrive à peu près en 1753, enfin à la fin de l'année 1752. Et il va travailler avec des artistes très influents à l'époque, notamment Pompeo Batoni, mais aussi Raphaël Mengs, avec qui il va, on va dire, travailler au lancement du mouvement néoclassique. C'est vraiment le début du mouvement. Et il va se faire une spécialité de thèmes, notamment mythologiques. Et c'est ce que l'on va retrouver dans les œuvres de Chambéry. Puis, en 1776, il va répondre à une commande mystère. On lui demande de traiter un sujet antique. Donc, c'est Virginie devant Claudius Appius. Et il ne sait pas qu'il répond en fait à la commande du roi de Piémont-Sardaigne, Victor Amédée III, qui cherche en fait un remplaçant à Claudio Francesco Beaumont pour diriger l'Académie des Beaux-Arts de Turin. Donc, il remporte ce concours, en quelque sorte, sans même le savoir, et il va partir en 1777 à Turin, où il va produire différentes œuvres pour le roi, mais en particulier, il va être missionné pour réaliser le décor de la galerie Beaumont, une galerie dont le plafond a été décoré par Claudio Francesco Beaumont, de scènes qui sont en lien avec la vie d'Énée, et lui doit apporter un décor lié aux vertus des personnages importants de l'Antiquité, et en particulier, il va produire une des deux œuvres dont on va parler plus longuement juste après, c'est Clélie traversant le Tibre. Donc en 1786, elle sera installée en 1787 dans la galerie Beaumont, mais ça sera la seule de ce programme qui sera réellement installée dans la galerie, même s'il continue à peindre ensuite d'autres vertus antiques, notamment Auguste faisant un sacrifice à Mars, mais aussi donc Mucius Caevola, notre deuxième tableau dont on va parler aujourd'hui. Et puis ensuite, il va réaliser deux autres tableaux. En fait, Alexandre dans la tente de Statira, donc en 1792, et La mort d'Épaminondas en 1795. Mais ces œuvres ne vont pas être installées dans la galerie Beaumont, car vous n'êtes pas sans savoir qu'à cette époque, Napoléon Bonaparte va traverser les Alpes, pardon, avant d'arriver directement à... Je confonds avec Hannibal, parce qu'évidemment, il y a plusieurs grands conquérants qui ont traversé les Alpes, et à ce moment-là, évidemment, la commande est arrêtée, la galerie Beaumont son décor ne sera pas abouti. Pécheux va quand même essayer de convaincre l'administration impériale d'installer ces œuvres qu'il a continué à produire, mais elles ne seront jamais installées et elles vont rester dans les collections des rois de Piémont-Sardaigne qui finalement vont les conserver et sans les exposer jusqu'au moment où le roi Victor Emmanuel II, en 1850, décide de les envoyer en Savoie. Alors en 1850, la Savoie n'est pas encore française, n'a pas été annexée,
il faut attendre encore 10 ans, mais le roi souhaitait développer la pratique, le développement des arts en Savoie, et en particulier développer une école des beaux-arts. Et il va décider d'envoyer 18 œuvres, donc c'est vraiment des œuvres majeures qui intègrent les collections du musée, qui à l'époque ne bénéficie pas d'un très bon bâtiment. Il faudra attendre 1889 pour que le musée dispose d'un bâtiment réellement digne de ce nom. Et ces œuvres, on ne sait pas très bien comment elles sont présentées jusqu'à l'ouverture du musée en 1889. Mais en tout cas, ces 4 œuvres, donc Clélie traversant le Tibre, La mort d'Épaminondas, Auguste faisant un sacrifice à Mars et Mucius Caevola, sont conservés à Chambéry à partir de ce moment-là. Vous avez deux photographies anciennes des œuvres qui permettent de voir ces œuvres dans leur intégrité. C'est des photos qui datent des années 20, donc les œuvres étaient encore en état, mais vous voyez qu'elles sont en noir et blanc. Et pour connaître vraiment leur couleur d'origine, on connaît un modello qui est conservé à Turin, qu'on verra juste après. Par contre, pour Clélie, n'avons pas de modello conservé, donc les couleurs restent hypothétiques. Vous voyez quand même les formats, pardon, je passe un peu rapidement, mais Clélie, c'est 2,90 m de haut par 3,95 m de large, et Mucius Caevola, 3,24 m de haut par 4,12 m de large. Donc nous sommes sur des œuvres monumentales, et ce point est vraiment le cœur du problème par rapport à leur restauration. Donc les œuvres sont effectivement envoyées en 1852. Le musée des Beaux-Arts ouvre en 1889. Et ces 3 œuvres, donc à la fois, même les 4 œuvres, sont exposées, à savoir Clélie, mais aussi Mucius, Auguste, et puis Épaminondas. Donc ces œuvres monumentales, donc Épaminondas, c'est un moyen format. Par contre, Auguste sacrifiant à Mars, au dieu Mars, c'est vraiment un format très important aussi. Les 3 œuvres sont présentées au musée, et on a la trace grâce au catalogue qui a été réalisé par Jules Carotti en 1905, donc un historien de l'art, qui les cite, et on retrouve leurs traces aussi dans le musée dans les années 30, puisqu'on voit là sur cette photo d'une exposition qui a eu lieu en 1928 du peintre local Jules Désé, qui était aussi directeur du musée à la fin du 19e siècle. On voit à peine. On voit le bas du tableau qui représente Clélie traversant le Tibre, et puis à droite, on voit le bras du secrétaire de Porcena qui a été assassiné, qui permet d'attester que c'est bien des œuvres qui ont été accrochées. Mais ces œuvres sont un peu marquées par la guerre, et un deuxième événement dramatique va sceller leur destin, en quelque sorte. C'est la Seconde Guerre mondiale, avec les œuvres de petit format du musée qui sont évacuées et mis en sécurité, mais les grands formats ne le sont pas. Ils restent dans le bâtiment du musée. Et le 11 mai 1944, lors du bombardement de la gare de Chambéry, eh bien, les verrières du musée éclatent. Quelques œuvres sont endommagées, les grands formats de Pécheux ne sont pas touchés, mais ils restent dans un bâtiment qui est ouvert aux intempéries, et il faut attendre, vous voyez, 1948 pour que les travaux se terminent sur la réfection du musée. Donc on ne connaît pas exactement leur état de conservation à ce moment-là, mais très certainement il y a eu une première phase de dégradation forte. Par la suite, ces œuvres ne vont pas cesser de se dégrader. Il va y avoir plusieurs photos qui vont être prises, qui vont permettre finalement de voir l'avancée de leur altération. Les œuvres étaient encore conservées et présentées dans l'escalier du musée en 1958, mais à ce moment-là, des travaux importants de réfection du musée vont amener à faire des choix par rapport à ces œuvres. Le tableau qui représente Auguste sacrifiant au dieu Mars va être restauré et déposé au tribunal de Chambéry, où on peut encore le voir en parfait état. Par contre, Clélie et Mucius Caevola sont roulés et stockés en réserve dans des conditions, on va dire, précaires, avec plusieurs déménagements de réserve,
Certains conservateurs vont estimer qu'il faut les enrouler dans le bon sens. D'autres, enfin, en tout cas, il va y avoir un déroulage notamment des deux grands formats et de Clélie et de Musica Evola qui étaient enroulés dans le mauvais sens sur un cylindre, peut-être on en reparlera après, de trop petite taille. Et en 1980, ils vont être déroulés. On constate qu'il y a de grandes dégradations. Les œuvres sont re-enroulées. Et puis, nous arrivons à l'année 2020, où on va s'interroger sur qu'est-ce que l'on peut faire de ces œuvres. En 2012, il y a eu une grande exposition, une première exposition monographique. Le pauvre Laurent Pécheux a dû attendre quand même assez longtemps avant d'avoir sa grande exposition monographique, mais elle a eu lieu en 2012. Et à partir de ce moment-là, l'idée est peut-être d'insister sur et de représenter sa carrière, de le mettre en avant plus fortement dans les collections de Chambéry et en faire le lien aussi avec Turin, les musées de Turin. Et donc, l'idée était de faire une étude avec le C2RMF de manière à lancer la restauration de ces deux œuvres. Et je laisse la parole donc à Aurélia qui va nous en parler plus avant. Bonjour à tous, merci Nicolas. Nous avons été sollicités en 2020 pour faire une étude préalable sur ces tableaux qui sont donc des grands formats qui étaient roulés, et ça faisait donc un certain nombre d'années qu'on ne les avait pas vus, et donc on ne savait pas du tout dans quel état ils étaient. Donc la demande qui nous a été faite, c'était de dérouler les œuvres, de faire un constat d'état, et ensuite de faire des propositions de traitement pour leur conservation et leur restauration, et leur présentation, et ensuite de les réenrouler, de les stocker correctement. Donc, je vais tout d'abord vous présenter un petit peu plus l'état de constitution, et je vais axer plus particulièrement mon propos sur Mucius. Nous sommes en présence de peinture à l'huile appliquée sur une préparation blanche, a priori une préparation industrielle, maigre, à base de colle de peau et de carbonate de calcium. Les surfaces sont vernies. La toile est un support naturel traditionnel en lin ou chanvre qui a agrandi d'une vingtaine de centimètres sur la partie supérieure. Aujourd'hui, les châssis ont complètement disparu. Et donc, comme l'a déjà dit Nicolas, on est sur des formats monumentaux. Donc voilà le rouleau sur lequel était roulée l'œuvre de Mucius, donc un rouleau en bois de 16 cm de diamètre avec la couche picturale dans le bon sens, donc à l'extérieur, qui donc maintenant nous apparaît être vraiment de très faibles dimensions. Au vu des archives et des photographies, des courriers qu'on a pu retrouver au sein du musée, on peut dire que l'œuvre était donc déjà altérée en 1960 quand elle a été roulée pour la première fois. Donc, dès les premières manipulations, les mouvements de l'œuvre dans l'emballage faisaient l'effet d'un bâton de pluie, tellement on avait d'écailles parsemées dans l'emballage. Donc là, je vous montre un petit peu des détails, des amoncellements d'écailles qu'on a pu trouver au moment du déroulage. Donc impressionnant, comme vous pouvez le constater. Très rapidement, lorsqu'on a déroulé le tableau, on a constaté qu'on était devant une œuvre en très mauvais état de conservation et de présentation. Donc là, je vous présente un schéma des altérations. J'ai laissé la surprise pour la photo générale qui arrive après. Donc en rouge, vous avez l'étendue des lacunes. En bleu, on a les accidents du support et les lacunes de toile. Et en vert, tous les plis liés au stockage. Donc, suite à ces premières observations, on a pu déterminer que la cause majeure d'altération était un problème généralisé d'adhésion de la couche picturale. Donc, plusieurs causes pour cette altération par ordre d'importance. Donc, on avait vraiment un gros problème de mise en œuvre en fait, de la technique d'exécution avec un manque de cohésion au sein de la préparation.
Une conséquence d'anciens dégâts des eaux, donc en fait dans toute la partie sénestre, vous le verrez sur la diapositive suivante, il y a eu un dégât des eaux, donc là la partie sénestre était particulièrement altérée, d'autant plus que c'est la partie qui était la plus extérieure dans l'enroulage. Et ensuite on a effectivement toutes les lacunes liées aux altérations du support, donc les plis, les lacunes, les anciens montages en périphérie, et puis les conditions de conservation que vous avez citées qui n'ont pas toujours été idéales, et puis ce stockage à long terme sur un rouleau insuffisant. Donc voici l'imagerie qui a été réalisée par le photographe du C2RMF, qui nous montre vraiment voilà, l'étendue des lacunes. Vous pouvez voir en partie supérieure une bande qui est assez bien conservée, C'est dommage, ce n'est pas là où il y a la composition. Mais ça s'explique en fait par l'agrandissement de format en partie supérieure dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, il y a une bande de toile qui a été appliquée au revers pour maintenir cet agrandissement. Et en fait, on suppose que la colle qui a servi au maintien de cette bande a consolidé en fait la préparation et la couche picturale à cet endroit. Donc vous voyez la partie sénestre dont je vous parlais, qui est donc, on aperçoit un peu une auréole d'humidité et qui a donc provoqué beaucoup d'altérations. Pardon, oui, je fais un peu vite. En fait, donc à la fin de l'étude, s'est posé la question de qu'est-ce qu'on propose au musée comme traitement. Donc, de toute façon, vu que les travaux de conservation et de restauration n'étaient pas prévus dans l'immédiat, on a réalisé des traitements de conservation d'urgence. Donc on a d'abord dépoussiéré la surface autant que faire se peut. Ensuite, des protections générales de surface ont été collées sur toute l'œuvre et un nouveau stockage a été réalisé. Donc, comme vous avez peut-être pu le lire sur la diapositive qui présentait l'étude, la deuxième œuvre de Laurent Pêcheux, Clélie, avait une problématique différente parce qu'en fait, un calque a été collé sur toute la surface à une époque inconnue. Et donc, ce calque s'était altéré et n'a pas permis en fait, de réaliser l'étude tout de suite dans le même temps que celle de Mucius. Donc on a reprogrammé une intervention plus tard sur Clélie pour d'abord retirer ce calque et ensuite réaliser les traitements de conservation d'urgence. Mucius, lui, a pu bénéficier des traitements de conservation curative qu'on a donc présentés à la fin de notre étude, qui a été réalisé assez rapidement après puisqu'on les a fait en octobre. Donc, c'est nos confrères en support qui ont réalisé ça. Et donc, les traitements de conservation curative ont permis de rétablir l'adhérence de la couche picturale au support, de rétablir une continuité structurelle en dérestaurant les anciens traitements d'accident et en les reconsolidant, et de retrouver une bonne planéité de l'œuvre. Donc, pour cela, on a ici le listing des différents traitements qui ont été faits. Donc le refixage général, la dérestauration, la consolidation. Le support a été doublé par un doublage mixte et ensuite un nouveau stockage sur rouleau a été réalisé. Donc pour des questions de stockage, on n'a pas retendu la toile sur un châssis, voilà, pour des raisons évidentes de monumentalité. Donc je voulais vous montrer une photo générale. Mais non. Bon, je me dépêche. Donc ça, c'est la photo générale de l'œuvre après le traitement de conservation curative. Et voilà l'état de Clélie qui n'est pas dans un meilleur état après le retrait du calque. Donc je passe maintenant à la question de la présentation. Donc, lors de l'étude, on a établi que 50% de la matière picturale avait été perdue. Donc, c'est posé la question du traitement esthétique de l'œuvre et surtout des propositions que nous pouvions apporter au musée quant à la présentation de ces grands tableaux. Donc, je dirais que traditionnellement, la réintégration colorée sur les peintures de chevalet datant du 19e est traitée de manière illusionniste ou discernable, avec un masticage préalable des lacunes. Et que souvent, les limites à ce choix se posent lorsqu'il y a la perte d'éléments de composition
et qu'il n'est pas possible de réintégrer sans une part d'interprétation. Donc, dans le cas de Mucius, comme l'a évoqué Nicolas, il existe un modello. Donc, techniquement, pour ce cas-là, il aurait été techniquement possible de réintégrer les lacunes. Mais assez rapidement, après des longs débats, déjà au sein de notre propre équipe, puis avec le C2RMF, puis avec le Musée des Beaux-Arts de Chambéry, on s'est dit que ça n'avait pas de sens de réaliser, enfin de proposer ou même de chiffrer une réintégration pour des formats aussi monumentaux. Déjà parce que c'est un travail très long et coûteux pour une institution, que ça nécessite une part d'interprétation, notamment pour Clélie où il ne reste pas grand-chose et pas les couleurs, et pour un rendu esthétique qui questionne quant à ce qu'on se montre au public et pourquoi. Donc, afin que le musée dispose quand même de quelques pistes de réflexion quant à la présentation, nous avons proposé une réintégration de type archéologique. Je repasse maintenant la parole à Nicolas pour nous présenter une autre valorisation. Oui, effectivement, on l'a évoqué lors de ces journées d'études. La question, c'est la collégialité. C'est-à-dire que personne ne prend une décision seule. Il faut prendre les décisions qui s'imposent en fonction de du contexte, on va dire, au moment où on veut prendre la décision de la restauration, aussi en fonction des moyens disponibles. Nous n'avons pas 1 million d'euros à consacrer à notre restauration de ces œuvres. En tout cas, on les dépenserait peut-être autrement. Aujourd'hui, les réserves des musées sont saturées. On a un projet de déplacement, déménagement des réserves, mais pour l'instant, c'est assez compliqué de pouvoir remonter ces œuvres sur châssis. Donc, de toute façon, c'est des œuvres qui sont destinées à être conservées, roulées. Nous avons un projet de réhabilitation du bâtiment du musée, qui a quelques soucis climatiques avec le réchauffement et qui nécessite finalement 2 ans de travaux qui vont nous permettre de repenser notre parcours muséographique. Mais actuellement, il faut voir que le parcours permanent représente environ 600 à 700 mètres carrés et que nous présentons 70 œuvres. Donc l'objectif, ça serait déjà de présenter plus d'œuvres. Et donc, si nous commençons à augmenter le nombre de très grands formats, surtout dans cet état, c'est évidemment pas compatible avec un parcours différencié, avec différentes sections. Donc, surtout que l'école piémontaise est déjà bien représentée avec Claudio Francesco Beaumont et aussi d'autres œuvres de Laurent Pêcheux. Donc, rapidement, l'idée n'a pas été de s'orienter vers une restauration trop poussée puisque l'œuvre ne serait pas exposée. Une exposition monographique, j'en ai parlé, a eu lieu. Donc, c'était Sylvain Lavessière qui avait été commissaire de cette exposition en 2012 à Dole et à Chambéry. Donc, il n'y avait pas un projet de grande exposition non plus qui justifierait sa restauration. Alors, voilà, une résurrection, comment est-elle possible ? Le mot n'est pas trop fort parce que quand on voit l'état aujourd'hui de ces 2 toiles, eh bien, c'est assez compliqué. Et je trouve que l'intervention qu'on a écoutée hier de Claire Bételu était très, très intéressante, justement, sur le lien avec l'archéologie. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans les mêmes problématiques. Est-ce qu'on veut avoir une révélation de l'œuvre telle qu'elle était au départ? Est-ce qu'on s'oriente vers une approche plus autour de la recherche pour connaître l'histoire et comment cette œuvre a été composée et comment on peut en parler aujourd'hui? Ou bien simplement la préservation en la maintenant en état? Plusieurs solutions s'offrent à nous. Donc, vous avez compris que nos moyens sont actuellement limités, donc on ne va pas se lancer dans une restauration illusionniste. Par contre, au niveau de ce qu'on pourrait appeler la révélation, donc il y a plusieurs possibilités qui sont aujourd'hui intéressantes, puisque on peut imaginer avec des outils numériques recomposer la galerie Beaumont. Là, vous avez d'ailleurs sur le côté une photo d'époque où donc Clélie, lors de sa prime jeunesse, était accrochée dans la galerie Beaumont. Donc, on peut travailler avec des outils numériques pour arriver, par exemple, à avoir une image en réalité virtuelle qui permet de recomposer l'œuvre par rapport à son environnement initial. On peut imaginer aussi avoir des
images en superposition avec de la réalité augmentée pour retrouver les parties. C'est un peu ce qu'a fait Aurélia en superposant le modélo de Mucius avec son état actuel. Il y a possibilité aussi peut-être effectivement d'aller jusqu'à une restauration archéologique pour pouvoir potentiellement présenter l'œuvre avec ses limites. Là, je vous ai mis, donc, vous voyez bien la différence, la limite qu'il peut y avoir entre le modélo à droite et l'état actuel de Mucius Scaevola. Donc là, on peut faire un travail assez fin de modélisation numérique et on peut assez facilement valoriser cette œuvre sans avoir besoin de l'exposer matériellement. Par contre, évidemment, Clélie, ce n'est pas du tout le cas. Là, j'ai superposé de manière peu artistique, mais il n'empêche que ça permet d'avoir une idée de la posture de Clélie, puisque cette figure a été reprise par Laurent Pecheux lui-même pour une représentation de Diane Chasseresse qui est conservée dans une galerie à Turin, et puis donc à la galerie Saboda. Et à droite, vous allez voir une petite incrustation des compagnes de Clélie, qui est aussi une œuvre conservée à Turin et qui nous permet d'avoir une vision voilà, de ces compagnes qui pouvaient être intégrées avec ces couleurs-là dans le tableau, mais on n'a pas vraiment la certitude. Superposé à ces deux images en couleur, la photographie noir et blanc de Clélie dans les années 20 et puis l'état actuel du tableau. Donc ces réflexions se combinent avec l'évolution aussi des technologies, avec notamment l'intelligence artificielle qui aujourd'hui permet d'avoir une idée de ce que peuvent être des lacunes très importantes sur certains tableaux, ce qui est le cas par exemple de la Ronde de nuit. On a beaucoup parlé, le Rijksmuseum qui a fait travailler une intelligence artificielle pour restituer la bande périphérique du tableau qui avait été amputée en 1715 pour faire rentrer finalement ce tableau dans l'hôtel de ville avec une différenciation de traitement entre la partie périphérique rapportée et la partie centrale. Donc c'est tout un travail qui nous permet de réfléchir à l'avenir de ces tableaux, de ces deux toiles monumentales, mais qui, hélas, aujourd'hui, nous oblige plutôt à les conserver en réserve. Donc l'idée, c'est de travailler la préservation de ces deux œuvres. Pour Mucius, le traitement a été réalisé. Pour Clélie, il faut encore le finaliser. Mais ce qui est important en matière de restauration et de réflexion muséale, c'est aussi de préserver l'avenir. Donc la résurrection de ces deux tableaux reste encore hypothétique de manière matérielle, mais de manière numérique, effectivement, on peut déjà travailler à certaines pistes pour que quand le musée des Beaux-Arts de Chambéry rouvrira au public, on puisse avoir aussi une modélisation de ces œuvres pour pouvoir les présenter. Mais peut-être qu'un de mes successeurs, ou peut-être moi, si on arrive à dégager des budgets suffisants, permettront d'avoir un traitement plus poussé sur ces œuvres. En tout cas, merci de votre attention et on reste à votre disposition pour des questions.